Il y a quelques années de cela, un jeune étudiant doté d'un talent fou, un talent indiscutable, mettait l'histoire de la vie des étudiants en musique. La question que je me pose aujourd'hui, avons-nous vraiment pris soin du contenu de son message? Lequel message nous interpellait sur les problèmes auxquels faisaient face donc ces étudiants? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous avons décidé au sein de l'équipe de production de ce magazine, qui n'est autre qu'il y a problème, de faire le tour de la question. Et la seule façon de faire le tour de la question, pour trouver des réponses aux questions que nous nous posons, c'est de venir ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le débat est donc ouvert entre l'État de Côte d'Ivoire et les étudiants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui pourrait le croire, dans l'un des plus beaux quartiers de Yopougon à Abidjan, vivent dans des conditions peu reluisantes des étudiants. Ces étudiants-là, ici ont une existence quasi carcérale, vivre dans à peu près 8 mètres carrés, une vie réduite à un espace minimal, à peine de quoi dormir et manger. L'intimité n'a pas de signification dans leur réalité. Ici, nous vivons ensemble, nous nous sommes cotisés de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins parce qu'on n'a pas où aller, vraiment. Donc c'est ici que nous vivons ensemble pour s'entraider entre nous en tant qu'étudiants. Voilà, une vie un peu en communauté, quoi. Franck, Samuel, Ange, Martin et Alpha ont bien voulu nous inviter dans leur vie étriquée. Il y a un an, ils s'unissaient comme les 5 doigts de la main pour vivre ensemble. Face à la pénurie et à la précarité de logement dans les résidences universitaires, les 5 étudiants ont décidé de se prendre une maison et d'y mener tranquillement leur vie d'étudiants. Bon, vous connaissez les réalités du campus, hein? Je ne vais pas vous expliquer. Nous dormions tous en amphi, précisément en amphi Niangoramba. Voilà, et compte tenu de toutes ces réalités-là, j'ai vu des amis, nous dormions tous ensemble et avec la cour à domicile. Nous sommes cotisés, mettre un peu quelque chose en place pour prendre... Bon, je ne vais pas appeler ça maison. Si vous me permettez du thème, cette cabane-là, vous pouvez même voir un peu les bagages. Il y a un même qui n'est pas là et c'est le matelas même qui est là. Donc lorsque l'autre dort, on est obligé de marcher sur l'eau pour pouvoir même aller dans la douche. Vous êtes combien ici? Nous sommes 5 dans la chambre ici. Une vie commune de 5 étudiants qui ont échoué dans ce minuscule périmètre chiffré à 30 000 francs CFA le loyer. Bien souvent, les étudiants dans cette situation se mettent en colocation par affinité. Je ne vous dirai pas que c'est difficile, c'est plus que difficile. Voilà, parce que souvent, nous dispensons les cours à domicile, souvent les parents même ne te le payent pas et ils te rencontrent même les difficultés qu'ils vivent à la maison. Arriver ici aussi, un frère peut te dire, nous payons la maison à 30 000, hein, malgré cette cabane-là, nous payons à 30 000 le mois. Le frère vient te voir pour dire, ah frère, moi ce mois-là, mes parents n'ont pas encore payé, donc je ne pourrai pas participer. On enlève l'argent, ça ne suffit pas. On est obligé même d'aller faire des contrats ou même de griller les coûts pour pouvoir, ou bien on est obligé même de mendier, ou bien voir des amis à côté, parce que je parle de mendier, voir des amis à côté pour qu'ils puissent nous permettre d'associer cette somme pour payer l'argent, cette somme-là. Mais c'est plus que difficile. Alpha est étudiant en réseau informatique. Pour sa toilette, il partage avec d'autres étudiants cette douche de fortune, aménagée dans cette maison. C'est très humide et il y règne une forte odeur de moisissure. Des conditions de vie que ses parents sont loin d'imaginer. Avec le trajet là, ils sont obligés de me lever un peu plus tôt. Il fallait que je sois en retard, donc je vais faire pour aller à l'école. Ça te prend combien de temps généralement pour aller au cours Vu que Yopougon est une commune un peu populaire, là, il y a les embouteillages, donc je peux prendre au minimum, si je suis un peu plus large, je suis plus à l'heure, 1 heure du temps sur la route, 1 heure au minimum. 1 heure. Si je me suis précipité, c'est 1 heure du temps sur la route. Bon, man. Attends, sorti là où on est pressé ou même tu es pressé? Tous les matins, il doit quitter Yopougon pour Cocody, là où se trouve son université. Et la route peut être longue, très longue. Nous avons suivi son itinéraire
sa galère du quotidien. Ouais, bon, vous voyez, comme on le dit dans notre jargon, ici c'est le glock-glock. Un peu plus modeste. Voilà la réalité que nous vivons ici. Hein. C'est cette route que tu prends tous les jours pour aller à Oui, l'école? c'est cette route. Voilà, c'est cette route que je prends tous les matins pour aller à l'école. Voilà. Tout commence dans cette gare où il va emprunter un mini-car. Après 10 minutes, puis 15, 20, toujours rien. Enfin, Alpha a la chance. Il pourra prendre la route après 24 minutes d'attente. Alpha est lancé sur le chemin de l'université, mais contre toute attente, l'apprenti du minicar va tout changer. Il est débarqué avant même sa destination et il ne peut rien y faire. Il a dit à Gamé n'a pas précisé. Tu as vu, ils sont obligés de décomposer, ils vont nous associer. Vous voyez, les chauffeurs même n'arrivent pas à Liberté. Tout ça, ça nous perd le temps. C'est vraiment pénible. Ils nous prennent le temps. Bon. C'est pas facile. Oh, tu as dit Liberté. Non, c'est pas beaucoup. C'est difficile. Nous, on doit aller à Oui, l'école. c'est Nous comme sommes ça, il faut. pressés. On est pressés pour aller à l'école. Voilà que Alors il va nous mettre dans la voiture, allons-y. tu as vu tout ça. Nous, on est pressés. Moi, je suis pris par le temps. Mais finalement, Alpha continuera dans un autre minicar et rejoindra l'université après 1h45 de route, dû aux embouteillages et aux imprévus. Et aux difficultés pour rallier l'université s'ajoute la réalité de la vie des étudiants au sein des espaces universitaires. Un problème inexplicable, chaque année, le nombre d'étudiants ne cesse de croître. Près de 250 000 étudiants et ils prennent de pleine face les galères liées à leur formation. Si 1 sur 4 vit toujours chez ses parents, pour les autres, trouver un logement avec un cadre de vie correct s'avère parfois plus compliqué que de décrocher son diplôme. Université Nangui à Brogua, des centaines d'étudiants passent jour et nuit sur le campus. En effet, nombreux sont ces étudiants qui viennent des villes de l'intérieur du pays ou habitent à plusieurs heures de transport du campus. Les cours sont trop volumineux. Et puis, bon, la journée comme ça, si tu viens faire cours en amphi, tu ne peux pas retourner à la maison et puis bosser et puis revenir le lendemain pour faire cours en amphi. Donc, on est obligé de rester sur l'université. On passe près d'une semaine même. On passe près d'une semaine sur l'université. Mustapha et Trésor passent des semaines dans une université qui n'a pas de cité universitaire en son sein. Ils sont tous deux étudiants en médecine. Durant la semaine, ils passent leurs heures dans les locaux de la fac, comme sous ce préau où ils peuvent enchaîner 6 heures de bosse. Et quand on vient du lycée, l'adaptation peut être un peu difficile. Je suis rentré à l'université Nangui à Brogua en 2021, précisément pour faire la médecine. Au début, moi je croyais que la médecine, dès que tu viens à l'université, tu fais la médecine directement. Je viens et on me parle de coco appelé tronc commun. Je suis dans ma deuxième année, je suis un double. L'année passée, c'était pas facile. Comme cette année, c'est pas toujours facile. J'étais avec mon binôme. J'étais avec mon binôme. On a passé 2 ans ici. Actuellement on est ensemble encore. L'année passée on a passé toute une année ensemble. Actuellement on est ensemble ici. En tout cas bon. Je faisais respecter. Oui. C'est la même chose, oui, je fais le temps commun. Et les formations, comment ça se passe? Bon, au début, notre première année, on s'est dit que c'est une filière tout comme les autres, où on bosse comme un étudiant normal, ça veut dire une journée tu peux bosser au moins 4 heures du temps. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, tu dois bosser toute la journée, 24 heures sur 24, si tu peux bosser, tu bosses. Et à la difficulté d'assimiler les cours, s'ajoute une précarité estudiantine qui est devenue la norme. Alors qu'il existe des résidences universitaires censées recevoir les étudiants de cette zone, il faut compter avec l'insuffisance des places. Et pour cause, Abidjan compte plus de 120 000 étudiants
pour seulement 6 000 lits. d'autres de nos camarades. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier. Alors sur le terrain, les étudiants composent avec une organisation particulière. Quand on reste ici, vous bossez. Ça dirige le professeur. Donc on est obligé, c'est ici on dort. Ici on dort. Il pleut même, on est obligé de fermer les effets. Et on dormait ici, la pluie a mouillé. On a fumé une natte. On était obligé de rentrer en fumée pour bosser. On n'a pas pu bien bosser hier. À cause de tout ça, même, je ne me sens pas trop bien. Moi, je ne me sens pas trop bien actuellement. Je sens qu'il y a un petit palu qui va me prendre. Donc pour ça, je vais être obligé de rentrer. Et puis, oui, c'est ici on dort. En début d'année, Mustapha et Trésor ont introduit une demande de logement. Mais celle-ci n'a pas été satisfaite. Et ils ne sont pas les seuls. Ça, c'est les bagages de qui? C'est nos bagages, c'est nos effets. C'est là pour le bagage. Il n'y a pas de cité à l'université ici. Voilà le Kosso de Mustapha et Trésor. Kosso, c'est un terme donné au lieu où dorment les étudiants, un nom donné en référence à la guerre du Kosovo et son lot de réfugiés. Comme tu vis au Kosovo, donc tu es un Kosovar. Les habitants du Kosovo sont les Kosovars. Comme ça. Voilà, on l'appelle le Kosovar. Ça va chez un de nos amis. Jagis, viens, on va chez toi. T'as vu le palais là-bas, l'endroit où brillent les plafonds là. Un autre Kosovo encore. Voilà, c'est comme ça. On enlève les plafonds. Il peut monter dans le plafond. Voilà le petit palace de Cédric. Il s'est constitué un logement de fortune qu'il partage avec 8 autres étudiants. C'est là on prend la peine de bosser. De temps en temps, pour prendre un peu d'argent, ça acheter un peu de nourriture, je crois. Voilà, c'est le palais même qui est là, c'est la favela là. C'est tout. Essayer de bien voir. Une bibliothèque là, nous on a essayé d'aménager le coin comme ça. Là, la seconde étape, essayer de mettre un peu de courant pour pouvoir bosser aussi. Bon, on a demandé pardon au monsieur afin de pouvoir brancher. Mais alors, bon, on a connecté ça directement à l'amphi. Mais en tout cas, c'est ici, c'est là, c'est tout. Ici, c'est son petit palais, parce qu'ici, il a des commodités que tout le monde n'a pas. Il n'en faut pas assez pour être heureux. De quoi réchauffer la nourriture, des vivres et aussi de l'électricité qu'il a tiré de cet amphithéâtre qui n'est pas fonctionnel. C'est quand on a envie de dormir que vous allez voir comment on place la canne là. Sinon là, c'est dur. Hein. Ça là, il y a sous les bières, il y a ça comme ça. Deux vont se coucher là. Ça va faire monter, super, ça monte comme ça. Deux vont se coucher ici. Il y a plusieurs nattes donc que vous voyez. Chacun sa natte, chacun connaît sa place. On a voici ma place là-bas. Nous sommes deux à se coucher là. Deux vont se coucher de ce côté. Comme il y a cours, ils sont partis au cours. Deux sont partis au cours. Là, qui ne sont pas trop en santé. Voici pourquoi ici là. Sinon, nous sommes au nombre de 8 ici. Vivre sur le campus Nangui à Brogoua appelle à afficher plus de solidarité. Ici, les étudiants partagent tout. Des effets personnels, de l'argent et même de la nourriture. Comme on a dit, nous sommes nombreux ici. Chacun essaie de donner un peu. On attend midi, mais quand on va tous se regrouper là, chacun va donner au moins 200, 100 francs, collecter, voilà, acheter des garilles, mettre ça en bonne quantité. Tu vas manger des garilles à midi encore? Ah, faut pas manger. Faut pas déjà manger. Si tu ne mets pas que tu vas bien bosser. C'est ça, on consomme. Le sucre est déjà fini. Bon, Dieu merci, un peu de sucre à côté ici. C'est qui va nous sauver un peu. Faire des études supérieures, c'est une promesse de réussite, mais aussi souvent une grande angoisse. La galère des étudiants n'est pas seulement qu'au niveau des logements. La nourriture que propose le campus laisse interrogateur, disent les étudiants. Mustapha et Trésor nous invitent pour le déjeuner, pour nous en rendre compte. Vous allez voir un peu ce que nous mangeons ici. Actuellement, aujourd'hui, nous voyons spaghetti. Souvent, c'est le seul plat le plus beau. Le seul plat qu'un étudiant peut manger ici. Mais non, il y a du riz aussi, du riz, de la sauce qu'ils appellent ça arachide. La sauce qu'ils appellent ça arachide. Ouais, les 200. Et ils disent que c'est sauce arachide. C'est bizarre. On est obligé de faire avec. Même si le goût n'a pas le goût du chef cuisinier qui est ma maman, il fait avec. Qu'est-ce que c'est en fait?
Ah, bon, le riz à sauce arrachée. Affiché sur la pancarte. Riz avec sauce arrachée. C'est bon? C'est pas bon. C'est pas du tout. Ce plat leur a coûté 200 francs et l'État y contribue à hauteur de 500 francs. Un plat qui coûte au total 700 francs qui vont tout droit dans la caisse du CROU, le centre régional des œuvres universitaires. Bon, en tout cas, comparé à ce que je mange à la maison, c'est pas de bonne qualité. Bon. Le poisson a un goût d'essence. Non, sauce ça. C'est pas ça. Le poisson a un goût d'essence. Comment ça? Quand je mange l'arrière-goût, le riz est de bonne qualité, mais la sauce, c'est pas. La nuit sur le campus, c'est la débrouille. Et surtout quand il pleut des cordes, c'est 2 fois plus compliqué. Dans des locaux pas du tout équipés à cela. Ici, les étudiants dorment dans les allées, les couloirs, les arrières des amphithéâtres, avec des toilettes repoussantes. Et il faut encore les partager pour dormir. Matin, on était venu ici, on était dans les WC, vous allez voir. Les WC sont transformés aussi en chambre la nuit. Là, nous sommes où là? Au Parlement, le Parlement du matin qui s'est transformé en chambre le soir. Parce que les gens qui dorment. Les WC qui n'ont pas été acceptés. Les WC qui n'ont pas pu être rétablis par l'administration, je ne sais pas pourquoi. On est obligé de dormir ici. On est obligé de dormir ici. C'est le coin le plus confortable. Dans ces difficultés, d'autres n'arrivent pas à dormir, surtout pour les nouveaux bacheliers qui arrivent tout droit du lycée. Alors ceux-ci passent des nuits blanches à bosser comme ils disent. Il y a d'autres qui peuvent étudier là. Ouais, j'étudie. Ici, là même, tout le monde étudie. L'amphi, la nuit, c'est la nuit même le cours Sylvestre. La nuit, il y a d'autres qui dorment là-bas. Vous pouvez les voir, il y a d'autres qui dorment là-bas. Il y a d'autres qui étudient. Donc il y a d'autres qui préfèrent étudier la nuit quand il y a plus de calme. C'est comme... Oui, c'est plus de calme. Dans la journée, là, bon, on n'a pas trop de temps. Et puis, il n'y a pas d'espace pour bosser. La nuit, il y a plus de calme. Et puis, c'est plus confortable, ça rentre plus. Donc, on peut faire. L'université a fini par tolérer que les étudiants passent la nuit sur le campus. De 6000 lits actuellement, les autorités de l'enseignement supérieur s'étaient engagées à parvenir de 10 à 11 000 lits avant 2020. Finalement, seules 80 places ont été inaugurées. En attendant, nombre d'étudiants continueront de dormir ici comme ils le peuvent. À 350 km d'Abidjan, Bouaké. Au sein de l'université de Bouaké étudient près de 30 000 étudiants. Suite à la crise militaro-politique ivoirienne, l'université de Bouaké a été délocalisée à Abidjan. Elle restera fermée jusqu'en septembre 2012 et aura la renommée du nom du président Alassane Ouattara et a retrouvé ses différents campus à Bouaké. Durant ces dernières années, les autorités se sont réjouies de l'accalmie au sein de ce temple du savoir qui en réalité a toujours dans son sillage la violence. Et pour preuve, ces images datent d'il y a à peine 3 semaines. Le campus 2 de l'université, transformé en champ de bataille. En représailles aux méthodes de revendication parfois violentes, les élèves et étudiants de Bouaké, des éléments des forces de l'ordre y ont fait irruption. Des projectiles contre des jets de gaz lacrymogène, une scène qui a terrorisé beaucoup d'étudiants. Sur la toile, beaucoup de médias ont pris le groupe d'étudiants pour des membres de la FESI. Mais non, il s'agit en fait des membres du CESI, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Si Abidjan connaît la FESI, à Bouaké c'est le CESI qui fait la loi. Et nous avons tenté de les rencontrer,
Et ceux-ci ont répondu favorablement à notre demande. Ce matin-là, ces membres du CECI accueillent militairement leur chef. Envoie la chaise là. Faut maintenant, mon fils. Il s'appelle comment? Et vas-y, c'est là. Celui-là. Parce que l'étudiant, par moment, quand il pose des préalables, quand il pose un préavis de grève, l'administration ne répond pas en même temps. Parce qu'il y a un problème de coordination, tout ça. Donc, pour quand même montrer à tout le monde déjà qu'il y a un problème même qui mine le milieu estudiantin, par moment, nous sommes obligés de passer par la violence pour quand même nous faire entendre. Sinon que le syndicalisme en milieu estudiantin n'est pas forcément violent parce que nous arrivons quand même à mener des actions, pas par la violence, mais par la négociation, par la médiation, pour parler tout ça. Donc c'est une étiquette que tout le monde colle, mais chacun peut dire ce qu'il veut. Mais nous qui sommes à l'intérieur de ce syndicat-là, nous savons déjà comment tout se passe. Nous savons que par moment, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour pouvoir se faire entendre. Lui, c'est le général Cerveau, le patron du campus 2, où nous sommes présentement. Pour avoir eu même à filmer dans ce périmètre, on a dû d'abord avoir son autorisation. Son nom, sa présence suscite grand respect et considération. Sur les campus, le CECI se comporte en véritable armée. Et comme dans toute armée, il y a une hiérarchie à respecter. Le jeune homme a une grande influence et moindre de ses déplacements au sein de l'université suscite l'engouement. D'accord, ici c'est le bâtiment D. Voilà, le bâtiment des filles, des grandes filles. Et pas des grandes filles, ce sont les filles qui viennent à partir du niveau de master jusqu'à la thèse. Jusqu'à la thèse, je pense que c'est ça la gauche. Et elle, c'est notre représentante de ce bâtiment-là. Elle est la chef du bâtiment D. Donc, bâtiment D. La chef du bâtiment D. Et c'est quoi leur mission généralement? Elle, sa mission particulière, c'est de veiller à ce que tous les camarades, ou du moins toutes les étudiantes qui vivent sur ce bâtiment-là, vraiment soient vraiment en bonne harmonie d'abord et dans les bonnes conditions. Quand il y a un problème, la première personne qu'on touche directement dans ce bâtiment, c'est elle. Elle, à son niveau, elle arrive à remonter l'information afin qu'on puisse quand même régler le problème immédiatement. C'est comme un relais, en fait. L'emprise du CECI est bien grande qu'on ne le soupçonne. Partout sur le campus, vous trouverez un chef de bâtiment, un chef de palier et même un chef de chambre qui rendent quotidiennement compte des moindres faits et gestes au général Cerveau. À un moment donné, même, on n'avait quasiment même pas d'eau au niveau de la cité du campus 2. Mais grâce à la sagacité de nos patrons national Guevara, nous avons quand même pu avoir, par moment, nous avons la montée d'eau. Mais aujourd'hui particulièrement, il n'y a pas d'eau. L'eau ne monte pas, presque pas. Sa douche est bouchée. Mais l'autre fois, vous avez appelé M. Kwame, il était là, j'étais à côté de lui. Il a appelé le truc de moment. Par exemple, quand vous avez appelé, il a dit non, la 359, il dit ah, mais ces filles-là, à chaque moment, il vous appelle. Il a appelé le plombier il arrive ici. Le plombier n'est pas venu. On ne peut pas se laver, on ne peut pas utiliser la douche. Ça fait pratiquement 2 semaines, tout ça. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Chaque fois, on appelle M. Kwame. Hier, Florence a appelé M. Kwame, mais il a crié sur Florence. Voilà. Donc là, on ne peut même pas. Actuellement, il y a l'eau dans la douche. On est obligé de se laver chez les voisines, ou bien on se lave en plus l'eau, on se lave en plus l'eau. Malgré tout, les campus 1 et 2 de l'université de Bouaké rencontrent pas mal de problèmes, comme les problèmes d'adduction d'eau potable ou encore des problèmes d'assainissement. Voici le son qu'on utilise tous les jours pour pouvoir puiser l'eau. Voici la douche qui est complètement... Ça fait pratiquement 2 semaines. C'est comme ça, on se lave, on puise l'eau, on va verser. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça. Ah, vous l'avez vu ici, vous faites comment alors? Donc quand on se lave, on utilise la pelle qui est là, on puise, on verse dans le seau qui est là, on va verser. Ou bien on va se laver dans les autres chambres. Voilà. C'est comme ça on fait tous les jours. Parce que quand on appelle le plombier, il dit il vient pas.
On appelle les responsables, eux aussi, souvent ils sont fâchés, donc ils ne décrochent pas ou bien ils ne parlent pas. Donc c'est comme ça. Le soleil s'est couché sur l'université Alassane Ouattara. Nous sommes dans une résidence d'étudiantes. Nous apprenons que pour faire face aux difficultés de la vie estudiantine, nombre de jeunes filles et de jeunes hommes se livrent à la prostitution. D'abord, c'était en première année. Comme nous étions arrivés pour la première année, j'ai appris qu'il y avait un réseau de prostitution au sein du campus, mais je me suis dit que c'était le genre des ragots, au fait. Mais c'était en deuxième année où une nuit je dormais et puis une personne que je ne connais même pas qui est venue frapper à la porte aux environs de 3 h du matin. Et donc je me suis réveillée. J'ouvre la porte et lui et moi on a commencé à causer. Il m'a ainsi dit qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient à Bijon qui sont venues à Boaké dans le but de travailler. Et comme c'était un week-end, il m'a dit que ces personnes-là voulaient rentrer en contact avec des filles. Donc il m'a dit que si j'acceptais, on allait partir ensemble et puis comme ça on allait discuter du prix avec ces personnes-là. Et qu'en tout cas, ce sont des gens qui ont eu l'argent. Donc moi je lui ai dit automatiquement que j'ai jamais eu à faire ça et puis je ne suis pas intéressée en quelque sorte. Donc c'est ainsi, lui et moi en tout cas, on a commencé à discuter tout ça. Après ça, j'ai refusé immédiatement. Il a présenté ses excuses et puis il est parti. Année après année, la rumeur enfle. Mais entre témoignages et réalité, difficile de savoir si le campus est réellement concerné. Nous décidons de filmer avec une étudiante sous anonymat ce supposé réseau de prostitution sur l'espace universitaire. J'ai eu à parler de ça à une de mes copines qui m'a confirmé qu'au conseil du campus ici, il y a un réseau de prostitution et qu'il a environ trois groupes de filles qui pratiquent cela. En termes ivoiriens, on aime ainsi l'appeler « j'ai le bisi » au fait en quelque sorte. Et il y a eu aussi une amie qui m'a confirmé cela aussi. Il m'a dit que il connaissait ces filles-là, mais il ne pouvait pas me dire c'est telle personne qui le pratique en quelque sorte. Si le nombre d'étudiants tombés dans cette spirale reste probablement marginal, l'histoire de ces jeunes n'a rien d'anecdotique. C'est ce pan de la vie estudiantine et de bien d'autres qui conforte à crier, sous forme d'indignation, il y a problème. Impossible d'arpenter une rue en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle des problèmes auxquels font face donc les étudiants de Côte d'Ivoire. Je me suis permis d'inviter sur ce plateau de Y'a Problème Dr Sidibé Daouda, qui est donc maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny, directeur des œuvres universitaires. À côté de vous, vous avez donc un étudiant. Kwame Élisée, vous êtes étudiant en première année de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. On dit que les étudiants vivent mal, ils sont dans de mauvaises conditions. Alors que l'avenir de ce pays repose sur eux. Santia, dites-moi, dans quelles conditions allez-vous à l'école et quels sont les problèmes auxquels vous faites face? On dirait que dans l'ensemble, chacun peut décrire, n'est-ce pas, la situation qu'il vit d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je ne saurais vous dire le contraire. Voilà, franchement, on vit mal. On vit mal. Les conditions dans lesquelles nous étudions, les conditions dans lesquelles nous dormions, les conditions dans lesquelles nous mangeons sont vraiment déplorables, il faut le dire. Oui, c'est pénible. Au restaurant, bon, on ne pourra pas, comme c'est un décor qu'on va planter, on ne pourra pas tout de suite rentrer. Oui, au restaurant, il y a quoi? Au restaurant, disons que les plats ne sont pas sains. Les plats ne sont pas sains. Je me souviens au début de l'année, quand je mangeais encore là-bas, on m'a servi un plat où la viande n'était pas cuite. La viande n'était pas cuite. Quand tu prends, j'ai essayé de manger et tu vois la cuisse de poulet. Il y avait du sang dedans, franchement. Il y avait du sang là-dedans. Et ça fait pitié. Souvent, on va se plaindre, mais ce n'est pas cuit. Elles mettent dès qu'elles mettent au feu, elles tournent une fois, deux fois, 5 fois. Parfois, vous êtes arrêté, vous êtes en ligne, vous êtes en ligne et on vous dit que la sauce est finie. Et dans les 5 minutes qui vont suivre, vous voyez une sauce qui vient.
Élisée, vous en avez gros sur le cœur. Hein. Les conditions pour bien étudier ne sont pas réunies. Vous avez du mal à manger à votre faim. Tantôt, le courant ne marche plus. Ça revient 10 minutes. Et ce sont des choses qui sont récurrentes. Moi, je vais donc m'adresser à M. Sidibé Daouda. Alors, quel commentaire faites-vous? Alors, le commentaire que je fais, c'est qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Sinon, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, œuvre au quotidien à l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Ça se fait à travers des résidences universitaires qui sont appréciables. Ça se fait à travers des restaurants universitaires qui sont non négligeables. Oui, mais dit, c'est pas bon. Oui, c'est son appréciation. Je ne conteste pas cela. Mais je dis que ce qu'il voit est le fruit de beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'entre les décisions prises en haut et ce qui se fait à la base, il peut y avoir des décalages. Mais si on vous détale les chiffres, vous allez tomber à la renverse. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts qui sont faits du côté de l'État pour qu'ils soient dans des conditions meilleures d'apprentissage. Oui, mais docteur, c'est vrai ce que vous dites, il peut y avoir beaucoup de décalage, mais c'est quand même récurrent d'entendre tous les jours ces mêmes problèmes, ces mêmes cris de cœur, ces mêmes cris de détresse. Pourquoi de temps en temps les autorités ne viennent pas dans l'arène pour constater elles-mêmes ce qui se passe? Si. Les autorités viennent dans l'arène. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, est au quotidien sur le terrain avec ses collaborateurs pour suivre un peu le déroulement des choses. Mais ce que nous constatons quand nous venons sur le terrain, les choses sont bonnes. Maintenant, les commentaires des étudiants qui sont les bénéficiaires... Élisée semble ne pas être d'accord avec vous. Hein. On peut l'écouter rapidement parce qu'il va répliquer. Ouais. Vous savez, c'est nous qui vivons ce phénomène. Voilà, c'est nous qui vivons, c'est nous qui ressentons. Donc il faut être clair. Moi, j'étais dans une chambre avant, au bâtiment D4. Au bâtiment D4, j'étais dans une chambre au sous-bâtiment. La porte était en panne, la porte faisait l'objet d'une panne, donc j'ai contacté, n'est-ce pas, le service du cours pour changer la porte. Je vous assure, quand j'ai fait un courrier, ça a pris une semaine, ils ne sont pas encore. Pourtant, la porte est là. Et je suis allé le lendemain, une semaine après, 2 semaines après, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, la porte est toujours gâtée. Posez quelques questions directes, pour qu'on puisse avoir des réponses directes. Hein? Je suis d'accord avec vous, sur un angle. Vous faites sûrement des sacrifices, ça c'est vrai. Le gouvernement se soucie de nous, ok. Le professeur Diawara est là, je le vois tout le temps. Il enseigne en physique-chimie, d'accord. Il est sur le terrain peut-être, mais il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de suivi. Tout ce que le gouvernement, tout ce que l'État de Côte d'Ivoire investit, n'est-ce pas, pour que l'étudiant se sente à l'aise, ce n'est pas ça. On peut investir, on peut décaisser de l'argent, mais tant qu'il n'y a pas de suivi, je vais vous prendre un exemple palpable. Ils sont en train de construire un cafétéria. Au lieu de construire des chambres, il y a des gens qui dorment dans les amphis. Quand on prenait l'amphi... Élisée, non, au lieu de construire des chambres... Il y a le suivi. Le président de la République a nommé des directeurs de cours. Okay. Actuellement, dans chaque université de Côte d'Ivoire, à l'exception de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, il y a un crew. C'est-à-dire dans toutes les villes universitaires, qui d'ailleurs n'appartiennent pas seulement à l'université, ça appartient à tous les étudiants de la ville, même les privés. Peut-être que le résultat attendu n'est pas ce que vous voulez, ça on vous le concède, on accepte et on va vous promettre d'améliorer. Mais il y a un suivi, contrairement à ce que vous dites. Cafétéria, oui, mais on ne peut pas regrouper des étudiants dans une cité sans que vous ne mangiez. On sent aujourd'hui que le restaurant qui est là est dépassé. Il y a un grand restaurant de 1200 places qui est en construction. Il n'a pas évoqué cela. Mais vous êtes des milliers d'étudiants ici, vous faites des longs rangs pour manger. Et souvent, l'étudiant choisit entre le cours et le restaurant. Convaincu de cela et sensible à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur a pu obtenir du gouvernement la construction d'un restaurant et de plusieurs lieux de nutrition pour qu'ils permettent, celui-là vont permettre rapidement de se nourrir et d'aller faire les cours. Maintenant, construction des cités, effectivement, nous construisons des cités. Nous sommes en train de réhabiliter les autres cités d'Abidjan, que vous savez, des pauvres et des Vridi. Ça, c'est pour vous. À l'intérieur d'Abidjan, des cités sont en construction. Donc, on fait les deux. Le gouvernement fait les deux.
le gouvernement met tout en œuvre pour que l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire puissent être dans des conditions adéquates d'apprentissage. Monsieur le directeur, il y a des étudiants qui dorment dans les amphithéâtres. Oui. Les étudiants dorment dans les amphithéâtres. Quand le ministre de l'Enseignement supérieur a été informé de cela, il nous a instruit à l'effet de les identifier, de les recenser. Chose que nous avons faite. Et nous avons pu recenser 300 étudiants ici et 102 étudiants à Nangui à Brogua. Les 300 étudiants d'ici sont en train d'être logés. La cohorte des logements qui arrivent dans les semaines à venir, ils seront pris en compte. Au niveau de Nangui à Brogua, ils sont déjà logés à Williamsville. Maintenant, sur cette question-là, il faut faire la part des choses. Quand vous arrivez à Nangui à Brogua la nuit, il y a un esprit qui est là qu'on appelle l'esprit de Kosovar. C'est des étudiants qui quittent leurs chambres feutrées, leurs salons moelleux, pour aller se mettre dans un esprit d'apprentissage autour de ce qu'on appelle le EPSS, l'école préparatoire des sciences de la santé. Pour réussir au concours, certains estiment qu'il faut être sur la cité, étudier avec les camarades pour être dans les conditions pour passer le concours. Donc eux, ils n'ont pas de problème de résidence. Ils ont des résidences feutrées à Cocody, ils ont des parents nantis à Cocody, mais leur passion de devenir médecin, leur envie de travailler, leur conduit à aller se mettre auprès de leurs camarades pour étudier. Ici, effectivement, il y a des cas, mais une nuit nous sommes passés pour mettre le doigt sur le problème, pour ne pas recenser n'importe qui. On est passé la nuit. Dans tous les amphis, on a recensé 300. Ils sont en train d'être logés. D'autres peuvent venir après, c'est regrettable. Mais tout cela pour vous que vous sachiez que ce problème-là est sur le gouvernement et les solutions sont apportées. On va revenir un peu sur toutes les activités qui se mènent dans les cités universitaires. C'est censé être des temples donc, du savoir, mais il y a des activités illicites qui s'opèrent dans les cités universitaires. Il y a une espèce de mafia qui existerait, qui aurait une même mise sur tous les étudiants. Ils ont un pouvoir sur la dotation des chambres et c'est eux qui donnent les chambres à qui ils veulent et cette organisation aurait pour nom donc la FESI. C'est dommage qu'on n'ait pas le président aujourd'hui avec nous, mais je veux bien comprendre. Est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit? Moi, c'est sur ce plateau que j'apprends cette information. Ça attire mon attention et je pense qu'on va être plus regardant sur la question. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les membres de la FESI? C'est des bons rapports. Le secrétaire général de la FESI, on s'est appelé il n'y a pas 2 jours. Il est tout le temps en collaboration avec le ministre. Nous travaillons ensemble pour l'épanouissement des étudiants. Et nous ne savions pas qu'ils avaient une certaine même mise jusqu'à aller et être dirigeant des chambres. Non. Dire qu'il y a 2 voies. Soit on passe par la FESI ou on passe par l'administration. Moi, c'est sur ce plateau que je l'apprends. Et je promets d'être plus regardant là-dessus. Je vais rebondir rapidement sur cette question de l'attribution des chambres. Voilà. Et vous voyez, quand monsieur le directeur me dit qu'il n'a jamais entendu parler de ces réseaux, je suis surpris. Parce qu'on vit des choses, franchement, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas entrer en profondeur, c'est une émission, mais ça se fait. Autre chose, on a eu dire qu'à Bouaké, par exemple, et dans certaines cités universitaires, existerait donc un réseau de prostitution. Vous en avez eu vent quand même. Parce que toute la ville en parle. Hein? Non. Nous, on n'a vous n'êtes pas au courant? Non, on n'est pas au courant de ce réseau, sinon on se serait levé pour le démanteler. Si vous l'apprenez que vous avez des preuves, vous allez faire quoi? Oui, nous allons démanteler. Sous les instructions de monsieur le ministre qui ne peut pas accepter cela, nous allons mettre tout en œuvre pour qu'on mette fin à cette activité illicite et salissante. Parce que monsieur le ministre a mis un point d'honneur à la promotion du genre. Monsieur le directeur, vous n'avez jamais entendu parler de ça? De prostitution dans les... Vous savez, à Abidjan, beaucoup de choses se disent. Ah, okay, beaucoup de choses se disent à Abidjan. Souvent, quand vous faites les enquêtes, ce n'est pas avéré. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc nous, en tant qu'État, nous ne pouvons pas vraiment prendre pour argent comptant tout ce qui se dit partout. Nous n'avons pas eu de remontée à travers nos structures par rapport à cette question. Donc vraiment, tout ce qui se dit, c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on prend en compte tout, on est attentif à tout, mais il faut que ça soit des sources confortables. Au vu de tout ce qui a été dit ici, est-ce que les préoccupations des étudiants seront prises en compte pour les prochaines fois? C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts, mais vous savez, le jeune Élysée, il est venu, il a dit non, il n'est pas du tout content. Je veux que vous puissiez en tenir compte. On va remonter tout cela à monsieur le ministre, qui est au quotidien en contact avec les étudiants.
Au quotidien, je vous le dis, il est tout le temps sur le terrain pour mettre le doigt sur les problèmes des étudiants. Peut-être que dans le soft en bas, dans d'autres appréciations, il faut qu'on améliore notre façon de faire. Mais en tout cas, en matière d'investissement, il n'y a pas grand-chose à dire si on est de bonne foi. Merci infiniment, Dr Sidibé Daouda. Votre présence ici est la preuve irréfutable de la vocation de cette émission. Créer le débat pour que chacun puisse donner son ressenti. Élisée était en face de vous, juste pour comprendre. Il vous a fait part de ses préoccupations. Vous y avez répondu sans faux fuyant. Ça nous rassure. Mesdames et messieurs, chers tous, ici prend fin cet instant de complicité entre vous et nous, dont la vocation répond à une seule volonté, vous permettre de poser des problèmes pour lesquels nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Aujourd'hui, c'était les conditions de vie de nos étudiants. Monsieur Daouda est venu ici, il a écouté attentivement Élisée, qui est son fils, son jeune frère, et il a promis d'y remédier. C'est des débats contradictoires que naissent donc de bonnes idées. Si vous n'avez pas été satisfait de tout ce qui a été dit ici, vos critiques et vos suggestions sont les bienvenues. Parce que chaque jour que Dieu fait, et chaque jour qu'il y a dimanche, il y a problème. À bientôt. Sinon à dimanche pour un autre problème.